Bonjour et bienvenue derrière mes romans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout le travail de correction et de bêta-lecture, qui sont deux choses différentes, qui sont des indispensables dans le travail du livre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini d'écrire, nous, auteurs, eh bien, on est obligé de lâcher un petit peu le bébé. Ah, elle est dure celle-là. De se dire que ça y est, le livre est fini, qu'on dit au revoir au personnage, alors pour un temps ou définitivement parce que on a fini une saga, c'est ce qu'on appelle un one shot, donc c'est un livre unique, c'est une histoire en un seul livre, etc., etc. Et où il va falloir les confier, le livre et les personnages bien sûr, alors à deux types de personnes différentes. Donc il y a une première personne qui est une correctrice ou un correcteur, qui est quelqu'un qui va relever tout ce qui est faute de français. Donc, orthographe, grammaire, syntaxe, conjugaison, ponctuation, règles de typographie, etc. Tout ça va passer au crible. Je vous en ai déjà parlé, moi je travaille avec Élodie François, donc correction label plume, ou label page, j'ai un doute. Et je suis ravie du travail qu'elle me fait. Alors effectivement, ça a un coût. Mais enfin, elle est comme moi. Elle est comme nous. C'est-à-dire que un auteur, un correcteur, on vit de factures et de tickets d'achat en grande surface ou au marché, etc., etc. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ah bah non, ma bonne dame. Et encore moins de reconnaissance et de visibilité. Ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas possible. On mange, on paye, on vit quelque part déjà. On paye un loyer ou des mensualités de crédit de remboursement de maison. On s'achète à manger, on a des factures comme tout le monde d'électricité, de chauffage, d'eau, etc., etc. Il faut alors comme moi, on est en milieu rural, eh bien mettre du carburant dans la voiture. Et oui, parce que qui dit milieu rural dit on n'a pas de transport en commun. Donc on a des voitures, d'autant plus que moi je suis en situation de handicap, je suis ce qu'on appelle une personne mal marchante, donc en mobilité réduite. Et donc je n'ai pas le choix, il me faut un véhicule à moteur. L'électrique n'est pas à portée de ma bourse. Et donc moi ça explique en fait la facture de la correction, que je sorte mes bouquins de manière parfois très étalée, parce que tout simplement, eh bien, il me faut réunir le budget, ou alors il me faut étaler les corrections, ce qui peut se faire avec Élodie, c'est-à-dire que je lui envoie un certain nombre de chapitres dont le budget de correction va correspondre à ce que je peux mettre, moi, pour ce mois-ci, en correction. Alors après, c'est en fonction de comment j'avance dans l'écriture, voilà. Je sais que Les Anges d'Acier, c'était par fournée d'une dizaine de chapitres. À L'Ombre des Cèdres, comme je l'ai écrit très vite et que j'avais une échéance pour le sortir, parce que j'avais un salon du livre et que je voulais qu'il soit sorti pour ça, j'ai fait tout corriger d'un coup. Donc effectivement, ça n'impacte pas le budget de la même manière. Si vous faites corriger par tranche ou si vous faites corriger d'un coup, vous sortez pas la même somme. C'est après au choix de chacun. La question s'opposant de faire intervenir une IA pour la correction, alors pour moi c'est non. C'est non dans le sens où les IA sont programmées avec du langage anglais. Et l'anglais n'a pas tout à fait la même syntaxe que le français. Donc ça générerait des fautes. Chose que j'ai pas envie d'avoir dans mes romans. Donc pour ça c'est non. Et puis l'œil humain voit toujours des choses que la mécanique ne voit pas ou parfois n'applique pas comme il faut. Le français est une langue qui a énormément d'exceptions. On dit bien que l'exception confirme la règle.
Et il se trouve que parfois, même ne serait-ce que dans le correcteur orthographique de Word, il me signale comme une erreur des choses qui sont exactes et me suggère de les remplacer par une faute de français. Et oui, ça arrive. Et ça, il n'y a qu'un œil humain qui peut le détecter. D'où l'importance de faire appel à un ou une professionnelle. Fonctionne avec la traduction, le graphisme, etc., etc., etc. Et puis, on a un autre... je vais trouver mes mots, promis. On a une autre activité qui est la bêta lecture. Alors la bêta lecture, en fonction de qui vous avez dans votre entourage, ça peut être gratuit ou ça peut être payant. C'est parfois un service qu'on se rend mutuellement entre auteurs, ou c'est parfois quelque chose que des membres de votre entourage peuvent faire si ils ont un œil critique et de la diplomatie. C'est-à-dire, nos bêta-lecteurs, nos bêta-lectrices, ce sont des personnes qui vont relire votre texte plus ou moins brut en fonction de ce que vous avez souhaité vous retravailler avant de leur envoyer, et qui vont vous dire, écoute, là c'est pas cohérent, ça arrive trop vite, et là, t'as un personnage qui a changé de prénom. Là, il avait les yeux bleus, il a les yeux verts maintenant. Il était brun, il est devenu roux, etc., etc. Vous avez toutes ces petites choses-là. Tiens, là, tu as une intrigue secondaire qui n'est pas achevée à la fin de ton roman. Du coup, on peut se dire que c'est pas terminé ou c'est mal terminé. Là, je parle pas de la fin ouverte qui est autre chose. C'est ce qui nous fait... Je dis beaucoup trop dans cet audio. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ce regard extérieur va vous permettre de mettre le doigt sur les imperfections de votre récit et de les corriger avant la parution. Alors, c'est assez indispensable. Et ça permet aussi de tester la réaction des gens par rapport à votre histoire. Sur les Anges d'Acier, donc j'avais 3 bêta-lectrices qui m'avaient fait des retours parfois différents et parfois similaires, et notamment sur une scène du tome 3, je m'en rappelle très très bien, où les filles m'ont dit non, là ça va pas du tout. Ton retournement de situation, il va beaucoup trop vite, c'est incompréhensible par rapport au passé entre les deux personnages. Il faut que tu nuances plus. Et c'est chouette. Et parfois, vous avez aussi des gens qui vous font des commentaires sur ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui arrive à un personnage. Là, c'est pour À l'ombre des cèdres. J'ai reçu 3 personnes différentes, à 3 moments différents, parce que certaines, ça a été la bêta lecture, ça a été à la correction, et ça a été aussi derrière des lectrices qui ont acheté le livre. Tout d'un coup, je reçois un message, alors sur les réseaux sociaux, SMS, un message privé. Qu'est-ce que tu as fait à mon Baudouin ? Et invariablement, le mon était en majuscule. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le personnage de Baudouin, que je vous invite à venir découvrir dans À l'ombre des cèdres, est un personnage auquel les lecteurs s'attachent. C'est un personnage un personnage qui plaît, et à qui on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose d'un petit peu trop pénible. J'en dirai pas plus, mais la réaction était unanime, venant de 3 à 4 personnes différentes, et ça m'a beaucoup fait rire à chaque fois. Et c'était en plus des messages sur des personnes qui ne se connaissent pas, des messages quasiment identiques à la virgule près. Et ouais. Donc ces 2 travails de relecture, ils sont indispensables, ils sont enrichissants, ils font progresser à la fois l'auteur et le récit, et puis ils permettent de tester ce qui va pas, et ils permettent surtout de voir ce que l'auteur ne voit plus.
Vous pouvez être excellent en orthographe, en grammaire, en français, dans toutes les déclinaisons qu'il y a sur notre très belle langue, très belle et très complexe langue. Quand vous écrivez, il peut vous arriver de laisser des fautes, tout simplement parce que vous allez être concentré sur votre récit, sur votre histoire, sur l'idée qui vous vient, sur un conducteur, sur la dictée que vous font les personnages et qu'il faut que vous écriviez avant d'oublier, parce que sinon ils vont vous taper sur les doigts d'une manière ou d'une autre. Une pensée pour les personnages des Anges d'Acier. Et c'est en fait ce recul qu'à un moment, votre texte, vous allez l'écrire, vous allez le relire, vous allez le reprendre, vous allez supprimer, rajouter des choses. Mais il y a un moment, il y a des détails ou des énormités que vous ne verrez plus parce que vous connaissez votre texte par cœur. À force de passer dedans, et puis c'est vous qui l'avez créé, et vous ne voyez plus rien. Combien de fois, en réceptionnant les fichiers que j'envoie à Elodie, je me suis dit, j'ouvre, je lis, c'est pas possible. J'ai pas laissé des énormités orthographiques, syntaxiques, de conjugaison pareilles. Eh bien, si. Parce que je suis concentrée sur mon histoire, je suis concentrée sur l'évolution de mes personnages, je suis concentrée sur le sens, sur l'émotion, sur mes actions, sur mes intrigues, sur mon fil conducteur, mes secondaires, et je ne vois plus. Je ne vois plus que j'ai oublié des virgules, je ne vois plus que j'ai une phrase qui fait 7 lignes parce que je n'ai pas pensé à la couper. Je ne vois plus tout ça. Alors parfois, certaines choses qui peuvent être sympas, c'est aussi de se lire à voix haute. C'est quelque chose que faisait, je crois que c'était Flaubert qui avait une pièce qu'il appelait son gueuloir et qu'il utilisait pour lire ses phrases à voix haute avec un certain volume sonore pour voir comment elles sonnent et comment elles se lisent. Et si elles se lisent bien, forcément, c'est que la lecture est fluide. Ça peut être un exercice pour travailler aussi son style. Voilà. Donc, un infini merci à ces personnes qui travaillent avec moi derrière le livre. Un infini merci à leur retour, au temps qu'elles passent. Et effectivement, oui, ça a un coût. Mais c'est le prix de la qualité. Alors j'espère que ce podcast un peu décousu, un peu trop rempli de vous aura quand même plu. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, blablabla. Vous connaissez la chanson par cœur, on vous la répète à chaque fois. Et je vous dis à bientôt derrière mes romans.